Messieurs, dames, bonsoir. J'appelle Didier à la tribune. Merci de rejoindre la tribune. Alors, messieurs, dames, bonsoir. Il est 18h33. Le programme est extrêmement dense. C'est pour ça que je vais m'atteler à être extrêmement rigoureux sur le planning. Écoutez, je suis extrêmement ravi de vous accueillir ce soir dans le cadre d'une initiative du réseau Transmettre et Reprendre en Seine-et-Marne. Une initiative qui a été créée il y a déjà 11 ans de cela et qui œuvre à la sensibilisation, à l'information pour les repreneurs et les dirigeants d'entreprise dans leurs projets de reprise et transmission d'entreprise. Alors, c'est vrai que ce réseau est tout à fait original dans sa forme interprofessionnelle, puisqu'il rassemble les ordres, les chambres consulaires, je salue à ce titre la chambre de métier. Il rassemble également le CRA, que je salue, la Fédération du bâtiment, le département qui ce soir n'a pas pu être représenté. Et il a permis l'éclosion d'un certain nombre d'initiatives dont vous bénéficiez, en tout cas pour certains d'entre vous que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'occasion. Ces initiatives, eh bien, les voilà. Elles sont concrètement, elles se concrétisent par un bulletin d'opportunité que vous consultez bien sagement tous les 3 mois. Une initiative également qui me permet de rencontrer fréquemment certains d'entre vous lors du club de repreneurs, atelier thématique dédié à la reprise d'entreprise sur des thématiques pointues animées par des professionnels. Une autre initiative qui est également, pour certains d'entre vous, est sur votre table de chevet, puisqu'il s'agit du parcours d'une transmission de réussie, qui a d'ailleurs un fameux succès et qui est, je fais un petit clin d'œil à Didier, bientôt en rupture de stock. Voilà pour les initiatives du réseau Transmettre et Reprendre en Seine-et-Marne. Alors ce soir, nous sommes rassemblés pour 2 objectifs qui, vous allez le voir, sont intimement liés. En deuxième partie de réunion, nous aurons l'honneur de remettre aux repreneurs particulièrement méritants le prix 2017. Et avant cela, nous allons entamer très prochainement la table ronde qui sera consacrée à cette thématique riche qui est l'humain au cœur de la réussite. Alors, la question, effectivement, dans une thématique de reprise-transmission, c'est pourquoi cette thématique qui, au demeurant, peut paraître peu attrayante, je dirais. Eh bien, la reprise et transmission, c'est bien souvent, vous le savez, les uns les autres, une affaire d'expertise, d'avocats, de chiffres, de lettres, mais c'est loin d'être que ça. En témoigne d'ailleurs... Alors, effectivement, notre souhait ce soir, c'était justement de passer les limites de ces sujets techniques. Et je constate, en ayant parcouru les ateliers thématiques du Salon des entrepreneurs 2017, qu'aucun de ces 200 ateliers, ils sont nombreux, aucun de ces 200 ateliers ne se focus sur l'humain, l'individu, ses qualités. Et le souhait qu'on a eu ce soir, c'est justement de traiter le sujet et la richesse qu'il intègre. Nous allons voir donc, la reprise-transmission, c'est bien évidemment avant tout une histoire d'hommes et de femmes fortement impliqués. Je vais donc, sans plus tarder, passer la parole à Valérie, puis à Jean-Gabriel, ainsi qu'à Didier et Daniel, qui, forts de leur expérience, vont nous faire partager leur parcours et leur expertise. Merci à chacun, merci à tous. Et puis, eh bien, Valérie, expliquez-nous. Alors, vous, ce soir, une fois n'est pas coutume, on vous fait témoigner non pas comme ayant repris, mais plutôt comme repreneur. Donc, à bon entendeur, salut.
Vous allez nous expliquer, alors je vous laisserai une dizaine de minutes, pas plus, vous allez nous expliquer votre parcours qui est riche en enseignements sur cette thématique de l'humain au cœur de la réussite d'un projet, et en l'occurrence industriel. Valérie, c'est à vous. Bonsoir à tous. Donc oui, je suis repreneur et donc je témoigne aujourd'hui donc de l'expérience de l'humain, une expérience forte que j'ai pu vivre puisque j'ai dirigé une usine de fabrication pendant 6 ans et donc voilà, pour être brève, je vais commencer par me présenter. En fait, je suis ingénieur généraliste, j'ai 22 ans d'expérience dans l'industrie. J'ai démarré ma carrière dans une usine de fabrication de carreaux de faïence, ici, en Seine-et-Marne, et en tant que responsable R&D, un poste que j'ai occupé pendant 6 ans, chez Villeroy et Boch. Et puis, par la suite, j'ai quitté la société, j'ai rejoint le groupe Valorec. À l'époque, on m'a ensuite proposé de revenir pour prendre le poste de chef de production. J'ai accepté, je suis revenue. Et donc, j'ai pris le poste de chef de production pendant 8 ans. Et puis par la suite, j'ai pris le poste de direction du site, un poste que j'ai occupé pendant 6 ans jusqu'à la fin de l'année dernière. Ce qui est important pour comprendre un petit peu le contexte, à cette époque, donc Villeroy et Boch a filialisé en fait une division, cette division carrelage, qui depuis s'est appelée VB Fliesen, et une joint venture en fait a eu lieu avec un actionnaire turc. Donc, je dirigeais en fait une succursale d'une société allemande et détenue par un actionnaire majoritaire turc. Alors, la première chose que je tenais à dire, c'est quelque chose qui peut paraître banal, mais qui pour moi est essentiel, c'est, je dirais, la réussite. Qu'est-ce qui fait la réussite? C'est avant tout le respect. Je tenais à Alors commencer Valérie, comme ça. Ah, oui, ça c'est votre introduction, on aura l'occasion de le détailler. Dites-nous concrètement quel a été votre parcours, parce que je crois qu'il est très, très significatif, très riche. Oui. Vous avez pris en main cette équipe et dites-nous les réalisations que vous avez effectuées. Alors, pour les réalisations, donc, très vite, si vous voulez, j'ai pressenti en fait, qu'il y avait des scénarios très sombres pour le site que je dirigeais. On était dans un contexte de groupe qui possédait plusieurs usines à travers le monde. Et très vite, j'ai compris en fait, qu'on était en concurrence. Et malgré le positionnement des produits qui pouvaient être sur des produits haut de gamme, on était en concurrence et je voyais que des choix stratégiques allaient être faits à moyen terme. Donc je me suis sentie très seule à un moment donné puisque j'ai vu un tsunami, clairement. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais chez moi. Et derrière, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai commencé en fait à bâtir Donc ça, un c'était projet. Ça, c'était en 2013. Et donc, j'ai commencé à bâtir une stratégie en travaillant sur 2 axes. Un projet de modernisation pour un site. Et en me disant, il faut que je recherche des financements pour orienter l'investisseur étranger en France. Je veux avoir des investissements, il y en aura, puisque ce groupe a de l'argent, mais il faut que ces investissements arrivent en France. Et donc, j'ai bâti un projet de modernisation et j'ai recherché des financements. Alors, au départ, j'ai démarré sur Internet, puis de fil en aiguille, de contact en contact, je suis arrivée en fait, à trouver un partenaire privé qui n'a rien à voir avec le carrelage et qui a décidé en fait, de me soutenir et qui a apporté une somme d'argent plutôt conséquente, puisque c'était 30% en fait, des besoins que j'avais au niveau financier. Alors en 2013, vous aviez quel poste dans la structure? Alors, en 2013, j'étais directrice du site. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2013, quelques mois auparavant, on m'avait quand même demandé d'arrêter un four. Un four dans le carrelage, c'est un peu comme dans les hauts fourneaux, c'est très... symboliquement, c'est quelque chose de très fort, ça s'accompagne de réduction d'activité, ça s'accompagne forcément de suppression de postes. Et donc forcément, les coûts de production montent. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai vu des scénarios très sombres. Un four sur combien de fours? Alors, à l'époque, il n'en restait plus que 3. On avait déjà arrêté pas mal de fours depuis 2007. Donc, il en restait plus que 3. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que dans un contexte de groupe, les sites industriels sont souvent vus comme de simples sites de production. Et
Et on peut être en concurrence avec voilà, une usine à l'autre bout du monde qui ne fabrique pas les mêmes produits et pas pour la même marque, avec des critères de qualité qui peuvent être tout à fait différents. Et derrière, l'évaluation, elle est financière. Et moi, j'étais donc très loin de l'actionnaire, puisque je n'étais pas en contact direct. Et puis, le management financier se faisait aussi à distance. Et bon, voilà, ça c'était je vais dire, les points particuliers. Oui, ce que je voulais dire, c'est que la spécificité technique des produits que l'on pouvait fabriquer, elle n'était pas prise en compte, ça ne rentre pas dans les cases Excel. Clairement, c'est pour vous donner un petit peu le cadre. Donc ce projet de modernisation, donc j'ai cherché des financements, comme je vous disais, ça a fonctionné. Et derrière, donc ça aboutit. Alors je passe les détails. Donc il vous fallait combien ? J'avais 2 projets en fait. 2 projets de modernisation. Un premier, on va dire le deuxième, était la poursuite du premier. Donc quand j'ai vu que le premier projet de modernisation allait être accepté, pour moi c'était gagné, puisque c'était un tremplin pour aller plus loin. Et donc le montant était au début, donc c'était 3 millions, un peu plus de 3 millions. Donc ce n'est pas un montant énorme, mais j'ai pu obtenir 1 million par un partenaire privé. Donc il y a eu toute une phase de négociation. L'actionnaire s'est déplacé alors que je ne le voyais pas, puisque je n'étais pas en contact avec lui. Et puis, en pleine négociation, il y a eu un communiqué de presse. Un communiqué de presse qui, alors de quelqu'un que je ne connaissais même pas, qui avait dû, qui était tombé sur des dossiers que j'avais pu communiquer et qui étaient confidentiels. Ça se passait au moment des élections européennes. Donc c'était un support qui pouvait être utilisé par ailleurs. Ceci dit, ça compliquait la tâche pour moi, puisque en interne, au niveau des salariés, forcément, il y avait des diffusions à la radio, des diffusions dans les journaux. Donc très vite, donc j'ai tout de suite, provoqué la discussion, et convoqué les instances syndicales pour leur expliquer l'avancement d'un projet que je pouvais mener pour le site. Ils étaient déjà un petit peu au courant, et on en reviendra après, parce que j'avais placé, je vais dire, des banderilles, comme je dis, parce que le facteur humain, c'est aussi c'est parler, pas toujours tout dire, mais placer des banderilles. Et n'empêche que ça m'a beaucoup servi, parce que ça m'a permis à ce moment-là, au moment où ils auraient pu clairement déclencher un débrayage, alors que rien n'était signé, ils m'ont suivi. Ils m'ont laissé je leur ai exposé un peu plus en détail ce que je faisais. Et d'ailleurs, ils m'ont même dit, ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui et ce qui me porte, ils m'ont dit en fait, on ne peut pas vous reprocher d'essayer, on pourrait vous reprocher de ne pas essayer. Et ça, j'ai trouvé que de la part des instances syndicales, c'était quelque chose, en tout cas de sensé, de fort. Et ça m'a permis, moi, de poursuivre vers un deuxième axe, et sans avoir en fait de difficultés sociales, alors qu'il y aurait pu y en avoir, puisque pour vous donner un petit peu l'ampleur, c'est que 6 mois après la convention de partenariat qui a été signée avec ce partenaire privé, 6 mois après, c'est une usine allemande qui a fermé. Et donc ces scénarios de fermeture que je pressentais ont bel et bien été réalisés, mais pas pour le site français. Et si j'y suis parvenue, c'est tout simplement parce que j'avais anticipé et que j'avais une équipe qui a été à l'écoute et qui m'a suivie. J'aurais pas pu faire ça s'ils m'avaient pas suivi. Donc on reviendra après vous me direz sur les facteurs que moi je trouve essentiels en tout cas dans la conduite d'une équipe. Alors un autre point qui était important, c'est que mener un projet de modernisation, pour moi dans ma tête clairement c'était une vision peut-être court terme pour rester compétitif, mais ce qui est important pour moi, c'était de trouver un levier de développement et de donner un deuxième axe de développement à ce site. Et ce deuxième axe, en fait, je l'ai trouvé à travers le design et l'innovation par le design. J'avais vu qu'il y avait une problématique de produits, une obsolescence en tout cas de certains produits, qu'on n'exploitait pas les outils de production comme on pouvait le faire. On avait une réelle... on peut en France, en tout cas, on a une réelle spécificité en matière de création et je voulais la vendre
la vendre en interne, encore une fois, pour se différencier par rapport à d'autres usines. Alors c'est vrai que la concurrence, elle n'était pas vers l'extérieur, enfin elle l'était aussi parce que la concurrence est très forte, mais elle était aussi en interne. Et donc ce levier de l'innovation par le design, je l'ai expérimenté en me rapprochant d'une structure parisienne. J'ai rencontré des designers, j'en ai sélectionné un. On a pu conduire, en fait, on a expérimenté, on a sorti des lignes de produits et ça a été un véritable succès puisqu'on a été même référencé dans les magazines de décoration type Elle Décoration. Et Business France nous a aussi proposé de présenter en fait une gamme de produits qui était innovante. Ils nous ont proposé en fait de les présenter au Salon du Bourget. Alors croyez, donc pour nous c'était un véritable succès et ça a permis en usine, ça a fédéré énormément les gens parce que ce que j'ai pu voir, moi ce que je voulais faire, c'était montrer qu'une usine française pouvait être utilisée comme laboratoire de conception pour développer un marché français. Mais en interne, ça m'a permis de mettre aussi en avant un savoir-faire. Et les gens, j'ai senti vraiment une fierté. Et ça, pour moi, c'est un levier important aussi à exploiter, pas seulement vers l'extérieur, parce que souvent, quand on parle d'un savoir-faire, on veut le vendre à l'extérieur, mais on peut aussi l'utiliser en interne. Et j'ai pu voir jusqu'où les gens étaient prêts à me suivre, puisque on est allé jusqu'à investir en fait des locaux de l'usine qui étaient complètement, j'allais dire, abandonnés, pour faire un box, pour faire des leaflets, pour faire des prospectus. On a fait du photoshooting pour pouvoir réaliser même les prospectus, ce qui ne faisait pas du tout partie de nos missions. Mais les gens, les ouvriers qui étaient certains à des postes bien attitrés, ont accepté de jouer le jeu et étaient réellement très emballés. Alors on est allé jusqu'à même, j'avais fait travailler un photographe local, et je lui avais demandé en fait de prendre une photo d'un monument parisien sous un certain angle de vue. Et pour pouvoir justement montrer qu'on pouvait faire de la personnalisation. Le carreau, c'est un produit traditionnel, mais on peut être innovant. Et on a donc fait en interne donc une fresque. C'est pas très original, c'est la Tour Eiffel. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était encore une fois montrer à un investisseur turc, montrer l'intérêt d'avoir une usine en France et de la développer. Et ça a marché parce que ça. Alors j'avais mis à côté en fait une petite phrase, mais qui aussi pour les salariés était importante. J'avais fait mettre VB Fliesen, donc c'est le nom de la société, une histoire d'hommes, de femmes et de carreaux. Eh bien, je peux vous assurer que je ne pensais pas l'impact que ça a pu avoir au niveau des équipes. Je ne pensais pas que ça allait être aussi fédérateur. Ce n'était pas grand-chose, ça ne m'a pas coûté cher. Et ça mettait en avant justement un savoir-faire. Donc dans les deux axes, voilà, deux axes qui étaient importants en tout cas pour donner j'allais dire des perspectives pour un site industriel. Donc ça a fonctionné. J'espère que ça se poursuivra sereinement et dans la même voie et dans la même dynamique de développement. Et voilà, maintenant pour témoigner peut-être de la force d'une équipe, parce que comme je dis souvent, une équipe, en tout cas une usine, c'est avant tout une équipe où chacun a son rôle à jouer. C'était un message que je m'efforçais de transmettre à chaque fois que je le pouvais, pour leur dire que moi, mon boulot, c'était de chercher des marchés, chercher des investissements, chercher des leviers qui pouvaient être différenciants, mais que eux, de leur côté, ce qu'ils avaient à faire, c'était d'assurer une production et des produits de qualité, de toujours, j'allais dire, préserver une qualité qui faisait notre marque de fabrique et la développer. Et que s'ils ne faisaient pas ça, moi, je ne pouvais pas, de mon côté, passer du temps à rechercher en fait, des financements pour le développement d'un site. Et ça, c'est un message qui a été très, très bien compris. Et voilà. Donc, voilà.
pour ce qui est de mon expérience. Merci Valérie pour une expérience riche et puis en enseignement humain très, très fort. Je voyais vos voisins acquiescer et puis on sent que ça comment dirais-je, voilà, ça nous remue les tripes, pardon, et puis il y a eu de l'implication du projet. Alors, on passe à un tout autre univers, on passe de l'industrie au service, on passe de de la grande société, entre guillemets, à la PME un peu plus locale. On passe d'actionnaire allemand et turc à un actionnaire français et peut-être même libanais pour Jean-Gabriel, pour la petite histoire. Alors, Jean-Gabriel, faites-nous part de votre parcours. Vous êtes-vous repreneur ayant réussi. Nous vous avons accompagné dans un de vos projets. Gabriel, le temps passe. Alors, je vous demanderai, dans la mesure du possible, de rattraper le temps qu'on a accordé un petit peu plus à Valérie. Merci, Gabriel. Jean-Gabriel. Bonsoir, oui. Alors, donc moi, je suis de formation ingénieur. Je suis diplômé en 2004 d'un diplôme d'ingénieur. J'ai commencé à travailler comme conducteur de travaux dans le bâtiment. Rien d'exceptionnel jusqu'à là. Et puis au bout de 2 ans, j'ai quitté mon travail pour faire un tour du monde parce que, en fait, par les années passées, j'ai fait pas mal d'expéditions en haute montagne. J'ai à chaque fois monté des projets et entrepris des projets d'aventure, mais sous forme d'une réelle petite entreprise avec un produit à vendre, du marketing et de la communication. Donc je suis parti faire un tour du monde. J'ai traversé l'Atlantique en pédalo. J'ai fait tout un tour du monde, enfin États-Unis et Russie, Canada à vélo. Enfin voilà, j'ai fait tout un projet assez ambitieux. On fera une réunion thématique juste dédiée à ça. Ouais, bah, ça sera avec plaisir. Mais donc voilà, j'ai fait tout un projet comme ça qui avait été assez médiatisé à l'époque, c'était en 2008. Et donc à la fin de mon projet, je ne me voyais pas retourner chez Bouygues comme conducteur de travaux. Donc j'ai monté ma société dans les énergies renouvelables. À l'époque, c'était à la mode, le photovoltaïque, c'était en 2009. Alors je connaissais pas grand-chose au photovoltaïque, mais ça semblait plutôt cool. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Ça a duré 1 an et puis le gouvernement a changé sa stratégie sur les énergies renouvelables. Et donc à l'époque, j'avais fait rentrer 3 investisseurs. On avait 150 000 euros de capital et au bout de 12 mois, on avait plombé les comptes. On avait quand même perdu 80 000 euros. Donc voilà. Et donc les associés, qui étaient très sympas, m'ont dit bah, si tu as une idée pour pas qu'on perde le reste, on est preneur. Et donc j'ai transformé la société en bureau d'études thermiques. Donc à l'époque, je connaissais rien aux études thermiques, mais vu que je connaissais rien au photovoltaïque, ça m'a pas trop inquiété. Et donc début 2011, on est reparti en bureau d'études thermiques. Et on a redémarré. Donc à l'époque, j'avais un salarié qui faisait du photovoltaïque, qui s'est mis à faire des études thermiques. Et puis petit à petit, on a rajouté les fluides, l'électricité, l'acoustique, l'environnement. Donc on a à chaque fois embauché une personne, puis une deuxième, et puis une troisième. Après, en 2012, j'ai créé une deuxième société pour faire des DPE, des diagnostics amiantes, ce genre de choses qui étaient complémentaires. Et puis, alors en parallèle, j'avais aussi créé d'autres sociétés, mais ça s'est un peu moins bien passé. J'ai eu une liquidation judiciaire, j'ai eu 2 liquidations amiables. Bon, j'ai connu les tribunaux de commerce et tout ça. Je souhaite ça à personne et en même temps, je souhaite ça à tout le monde parce que c'est une expérience assez formidable. Enfin, formidable pour peu qu'on en tire les enseignements qu'on peut en tirer. En 2015, il y a quelqu'un qui m'a proposé de racheter une boîte. Alors, moi, racheter des boîtes, c'était vraiment un truc qui me tentait bien depuis pas mal d'années, mais je ne me voyais pas faire ça aussitôt parce que en 2015, on commençait à peine à respirer parce qu'entre-temps, j'ai racheté les parts de mes associés et j'ai continué tout seul. Et puis, j'avais pas beaucoup d'argent, je commençais à peine à faire quelques résultats. Et puis je me suis dit, oui, tiens, ça m'intéresse. Un peu au culot, en fait, ça m'intéressait pas du tout, mais j'ai dit oui, ça m'intéresse. Et puis en creusant, je me suis rendu compte que c'était intéressant parce que c'était une activité dans le sport, mais dédiée aux collectivités. C'est-à-dire qu'on accompagne les collectivités sur des stratégies sportives. Donc rien à voir avec notre métier qui était un métier de bâtiment. Mais je me suis dit, après tout, il y a une passerelle intéressante. Et j'ai creusé et j'ai racheté l'entreprise en 2015. Donc c'était il y a 2 ans. Et puis, bon, fin 2015, je me dis, tiens, c'est plutôt sympa les reprises d'entreprise, ça marche pas trop mal. Donc l'année dernière, on a repris 3 sociétés, dont une effectivement sur le territoire ici, c'est comme ça que j'ai rencontré Lionel. Donc la société qu'on a repris là, c'est un bureau d'études en urbanisme. Donc c'est pareil, j'y connais rien en urbanisme, mais c'est plutôt sympa. Mais ça vient compléter le reste. On a repris un bureau d'études en environnement, et un 3e bureau d'études à Paris dans tout ce qui est études thermiques, mais dédié aux entreprises. Alors moi, le groupe est basé à Rennes. Aujourd'hui, j'ai une 50aine de collaborateurs.
On en a une vingtaine à Rennes, une quinzaine à Nantes, à peu près une vingtaine à Paris. Et puis on en a 3 à Melun. Et en fait, bon, la construction, enfin ce qu'on essaye de construire, c'est avant tout un projet qui nous intéresse. On essaye de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et puis les reprises d'entreprise ont eu à chaque fois une portée stratégique dans un souci avant tout de sécurisation de ce qu'on a déjà construit. C'est-à-dire que les quelques gamelles que j'ai pu avoir m'ont aussi permis de comprendre que si on veut avancer et avancer bien ou avancer vite, il faut poser des briques les unes derrière les autres, assez tranquillement. Alors c'est assez paradoxal, mais si on veut aller vite, en fait, il faut avancer lentement. Et donc le meilleur moyen dans la croissance, que ce soit une croissance organique ou une croissance externe, c'est de venir rajouter une brique qui vienne consolider ce qu'il y a d'existant. Mais alors, qui crée le lien? Dites-nous un peu qui consolide justement toute cette construction. Alors voilà, on a eu une croissance assez forte. L'année dernière, on a fait 120% de croissance. L'année d'avant, on a fait 80%. Enfin, ça va assez vite. J'aime bien que ça aille vite, mais ça va quand même très très vite là. On a finalement structuré avec des responsables d'agence où je donne quand même beaucoup d'amplitude et de responsabilité. Alors avec toujours un système de contrôle. Maintenant qu'on est 50, c'est un peu plus confortable parce qu'on a un directeur financier, un directeur administratif. Je viens de nommer un directeur général pour me donner un peu plus d'air. On continue à travailler sur des projets de reprise. On a 2 sujets assez bien avancés, ce qui ferait qu'on passerait peut-être la barre des 80 personnes cette année. Et puis toute la partie aventure est revenue. Enfin, tout ce que j'avais pu faire par le passé dans l'aventure, je le remets petit à petit dans la boucle. Aujourd'hui, je fais partie de la Société des explorateurs français et j'essaie d'en faire une force pour le groupe. Et j'essaie de communiquer aussi bien en interne qu'en externe sur tout ce qui va concerner l'aventure. Donc j'ai lancé une émission de voyage et d'aventure qui est diffusée sur Internet, ce qui permet de créer de l'animation au sein de l'entreprise et puis de communiquer en externe sur une volonté finalement du groupe et par répercussion des salariés sur une dynamique, une volonté entrepreneuriale ou une envie d'aventure qui communique plutôt bien et qui nous donne vraiment une personnalité assez forte. Et donc aujourd'hui, le lien, c'est plutôt moi qui vais le faire auprès de mes collaborateurs. Dans toute la partie développement stratégique, c'est aussi moi. Mais petit à petit, je positionne des gens sur la partie opérationnelle pour pouvoir me dégager du temps sur la stratégie et le développement. Donc là, ce qu'on a fait aussi, on lance tout un nouveau projet. J'envisage de faire le Vendée Globe en 2020. Donc on travaille sur tout un projet de recherche et développement sur les énergies renouvelables. Un projet qu'on a intégré complètement dans notre groupe et qui est un petit peu notre fer de lance sur les 4 prochaines années. Voilà. D'accord. Un parcours individuel et collectif riche également, plein d'enseignements. On prendra des photos de la traversée en pédalo. Là, je suis assez preneur de ça. Alors, Didier Poirier, je reviens à vous. On a évoqué des problématiques, certes, de développement de sites. On a évoqué des projets et des concrétisations de reprise d'entreprise. Dites-nous sur quelles étapes de la reprise et de la transmission d'entreprise, donc vu des 2 côtés, quels sont les moments clés où justement le facteur humain peut être déterminant positivement ou négativement? Merci Lionel, bonjour à tous. Merci pour ces témoignages. Je suis quand même impatient d'avoir le fin mot de l'histoire dans votre réussite parce que c'est quand même de la réussite accélérée. Donc là où on crée des boîtes, on en reprend et ça met du temps à gagner de l'argent, à se faire un business, un marché, des clients, des groupes d'hommes. En vous entendant, vous réussissez ça en quelques années, donc de façon accélérée. Donc ça nous interpelle quand même. Donc moi j'ai envie de connaître la suite. Donc oui, j'interviens dans cette partie sur la partie reprise d'entreprise, puisqu'un certain nombre d'entre vous sont dans une situation de reprise ou de cession d'entreprise. Et j'ai voulu rappeler la part du facteur humain dans ces réussites. C'est le titre. Et si on parle du facteur humain dans la réussite, c'est parce que c'est souvent le facteur humain qui est à l'origine des déboires et des échecs dans ces phases de reprise, de négociation. Premier élément, parce qu'un certain nombre d'entre vous sont vraiment en démarche de reprise, je voudrais rappeler le caractère important, humain, y compris dans la démarche de réflexion, de prospection. On s'improvise des fois, on se retrouve en position d'être repreneur d'entreprise.
On est repreneur avec de l'argent, avec des compétences, des savoir-être. Mais être repreneur d'entreprise, ça veut dire rencontrer plein de gens. Ça veut dire prospecter. Ça veut dire se faire connaître. Ça veut dire parler de ses valeurs, de ce qui est important pour nous, de pourquoi on reprend. Alors ça, on en a besoin dans sa propre réflexion. En tout cas, c'est ce qu'on conseille à chacun. Mais on a besoin de penser très, très fortement à tous ces éléments pour quelque part se vendre, se faire repérer et obtenir la bonne information. Je dirais qu'il y a presque une partie séduction là-dessus, parce que on attend d'avoir l'info, que quelqu'un nous donne le bon tuyau, la bonne info. Donc, pour dire que cette partie est vraiment importante. L'humain est important. L'humain est important dans la phase de prospection, parce que souvent on est solo, on est tout seul. On va avoir besoin de rencontrer d'autres personnes pour apprendre. On a des tas de choses à apprendre dans une démarche de recherche et de reprise d'entreprise. Donc on va avoir besoin de rencontrer d'autres personnes dans un club de créateurs, comme l'a cité Lionel tout à l'heure, dans des formations comme l'école des managers avec nos amis de Paris. Donc voilà, il y a un contact humain qui va nourrir la démarche de reprise, et il va falloir se vendre, se marquer. Donc c'est vraiment premier élément qui conditionne le succès, sans doute, pour avoir la bonne info, être là au bon moment. Donc c'est déjà là. Et alors maintenant, réflexion faite, quand on approche le vendeur, quelle est la dimension justement Alors c'est souvent ce qu'on dit en tant que technicien. La reprise d'entreprise, c'est de la technique, mais pour 20%. On estime souvent que le facteur humain, c'est 80% de l'opération. C'est 80% parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on est repreneur, entrepreneur. Alors il faut déjà savoir quel entrepreneur on est, avec quelle particularité, quelle personnalité, parce qu'on n'est pas tous tout à fait faits de la même façon. Mais on va devoir, au-delà des éléments économiques dont on parle souvent, combien vaut la boîte, quel métier, quelle activité, quelles compétences, les audits juridiques, socio-fiscaux. Ok, c'est très bien. Et mes amis experts comptables, oui, on vous fait confiance pour nous aider là-dessus, c'est vraiment très important. Mais il y a ce facteur humain qui va faire une partie de la réussite. Un facteur humain parce qu'on va rencontrer un premier jour quelqu'un qui pense à vendre, puis nous, on est acheteurs. Et nous, on arrive avec notre culture, avec peut-être nos belles études, notre habitude de grands groupes, de boîtes très structurées, où tout est bien organisé. Et puis on arrive chez quelqu'un dans lequel, ouais, parce que c'est souvent une petite entreprise, qui ne partage pas forcément tout ce passé, toute cette organisation. Donc il peut y avoir un décalage culturel. Donc ce premier contact sera super important. On n'a pas souvent l'occasion de faire 2 fois bonne impression, c'est ce qu'on dit, où la première impression est souvent la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Donc attention à ça. On a vu, nous, dans notre boulot de rapprochement, vraiment des échecs assez forts, parce que un premier contact et chacun arrive avec ses certitudes, et finalement ça s'entrechoque un petit peu, parce que chacun est en difficulté. Évidemment, pour le repreneur, je l'ai dit tout à l'heure, il faut se vendre, mais pour le vendeur, on veut lâcher l'affaire, on pense à vendre, mais on n'est pas toujours sûr de soi. On nous dit de vendre, on sent qu'on vieillit un peu, on en a parfois un petit peu, on est un petit peu fatigué, on est un peu épuisé, mais finalement les choses sont pas forcément tout à fait arrêtées. Donc ce sont ces confrontations-là qui vont avoir lieu. Et je mets de côté l'aspect financier, juridique, fiscal. Et alors, malgré métier. malgré ce qu'on peut bien lire bien souvent dans la presse spécialisée, qui nous dit qu'il y a 100 000 ou 600 000 entreprises à vendre dans les 10 ans, je ne les ai pas encore vues débarquer par horde dans nos bureaux. La réalité, finalement, c'est que dans le rapport repreneur-cédant, il revient au cédant de choisir son repreneur.
Et donc, ça inverse probablement les idées qu'on a du rapport de force. Et donc, c'est aussi un facteur déterminant dans la décision du cédant. Entrons maintenant dans la phase négociation, Didier. Alors, la négociation, on a parlé de chiffres, mais c'est quoi la négociation finalement entre la différence, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait le lien entre le chiffre et l'individu? La négociation, alors c'est une partie chiffrée juridique, je le répète, mais c'est surtout deux individus qui ont envie de se rassembler. C'est vous, et je reviens là-dessus, le repreneur il y a une phase de séduction. Oui, il faut plaire au vendeur. Il faut être assimilé par le vendeur comme étant le poursuivant. Je ne veux pas parler de fils spirituel, mais pas loin. Donc pour ça, en tant que repreneur, il faut aller voir, explorer quelles sont les valeurs, quelles sont les priorités du vendeur. Chacun a ses priorités. C'est la boîte, c'est toucher un loyer avec la SCI qui abrite la boîte, c'est de continuer, c'est l'emploi, c'est l'amour du métier. Qu'est-ce que veut le vendeur ? Ça fait partie de la vraie négociation. Il faut que le repreneur le sache, l'apprenne, ou en tout cas s'en préoccupe. Donc on a besoin, quand on reprend, on a besoin de connaître l'histoire de l'entreprise, évidemment, mais surtout aussi l'histoire de celui qui vend. Pourquoi, avec quelle motivation, voire avec quelles contraintes, dans quel délai cette personne, ce dirigeant, veut vendre. Si je vais à la négo, si je vais discuter d'un certain nombre de choses type prix, sans avoir ces éléments-là, je pourrais être en difficulté, je pourrais ne pas comprendre certaines choses qu'on m'oppose. Donc oui, c'est pour ces raisons notamment que c'est l'humain qui est là partout. Alors, on a besoin dans cette négociation de l'appui des juristes et des experts comptables, c'est évident, mais aussi ne pas oublier toujours de garder la main. Parce que oui, ça va être une histoire d'homme. Alors ça ne résout pas tous les problèmes. Si on n'est pas d'accord sur le prix, c'est pas parce qu'on s'est compris qu'on va tomber d'accord. Mais ça aide à expliquer les choses, ça aide à aller jusqu'au bout, ça aide à comprendre. J'ai parlé du repreneur qui devait comprendre la situation, le mental, l'histoire du vendeur. Mais j'incite aussi, évidemment, le vendeur à comprendre ce qui se passe dans la tête du repreneur. Quelles sont aussi ses priorités, ses freins, ses blocages. Donc il y a une partie comme ça de compréhension mutuelle qui est vraiment, vraiment importante. Et donc, faut tout se dire. Voilà, le temps passe, Didier. On en vient à la préparation du projet. Il y a une grosse difficulté pour nos repreneurs, et j'en salue là certains d'entre eux. Une grosse difficulté qui est d'essayer de comprendre à travers les propos du cédant l'état d'esprit de l'équipe, les objectifs de l'équipe. Donc, sans pouvoir avoir la latitude, et c'est le cas bien souvent, sans avoir la latitude de rencontrer les collaborateurs. C'est aussi un défi fort que doit relever le repreneur, puisque quelque part, il marche un petit peu dans l'obscurité, sans avoir l'ensemble des informations pour la perspective de son projet. Quels sont les autres points, Didier, justement sur la préparation du projet de reprise au vu justement de l'appréhension de ce qu'est l'équipe et de ce qu'il peut en percevoir? Alors évidemment, il faut imaginer cette entreprise qu'on est en train de négocier, qu'on a envie de reprendre. On va reprendre les hommes et les femmes qui la composent, qui font sa richesse, évidemment, sans y être complètement. Donc là, c'est vraiment le défi. Alors, je n'ai pas de recette. On n'en a pas tellement. C'est comprendre comment fonctionne cette entreprise, qui fait, entre guillemets, la pluie et le beau temps, comment gère le dirigeant, quels sont ses modes de relation à l'intérieur de l'entreprise, quelle est l'organisation, qu'est-ce qui compte,
quelles sont les histoires, bonnes ou mauvaises, qui ont ponctué l'entreprise. Il faut comprendre tout ça, et vous êtes seul devant la page blanche. Hein. Là, il faut aller chercher l'information. Ça veut dire qu'il faut inspirer la confiance du dirigeant pour capter tous ces éléments-là. Il faut être vraiment très attentif à tout ce qu'a vécu l'entreprise. Et c'est ça qui permet vraiment quand même de se projeter pour voir si on est la bonne personne et pour mieux s'y voir et quelque part mieux se vendre et mieux faire comprendre aux dirigeants qu'on est le bon repreneur. Oui. Donc ça, c'est vraiment assez pas facile et en tout cas une étape qu'il faut pas négliger. Puis donc après, du jour au lendemain, vous devez vous approprier l'équipe qui doit aussi vous adopter. C'est un gros challenge également. Du jour au lendemain, eh bien, il faut projeter, en tout cas faire état d'un projet. Vous l'avez longuement détaillé, Valérie, le projet d'entreprise, le faire accepter. Le chrono passe et le temps passe, et du coup, ça m'amène à passer le micro à Daniel, à qui j'octroie quelques brèves minutes pour se présenter votre métier. Vous êtes un spécialiste, le coach professionnel. Donc, dites-nous très brièvement votre métier, et puis dites-nous également, faites-nous part de votre expérience sur, une fois qu'on a repris, eh bien, comment mener l'équipe sur un projet, comment la fédérer, pour justement, alors, votre dada, vous le disiez, on l'a échangé à plusieurs reprises, c'est le bonheur au travail. Dites-nous quelles sont les clés pour accompagner le changement et que tout le monde, Valérie, vous l'évoquez, tout le monde se mobilise pour ce projet. Accompagner le changement, on l'a un peu vu avec nos deux témoins. Bonsoir tout le monde. Effectivement, je suis coach professionnel, spécialisé en évolution professionnelle, donc je travaille beaucoup avec des managers qui sont en offre de compétences. Et de l'autre côté, je suis aussi consultant en bonheur au travail. Alors, j'adore quand je dis ça parce qu'on a des yeux grands, même si ça commence un peu à plus entrer dans les mœurs en France. Aux États-Unis, c'est très courant et dans d'autres endroits. Bonheur au travail, ça veut dire quoi ? On s'est rendu compte, et c'est la psychologie positive qui le dit, qu'avec un certain niveau de bonheur au travail, il y a de l'engagement au travail. Ce que demande un repreneur, ce que demande un chef d'entreprise, c'est de l'engagement de ses salariés. Il ne peut pas avoir d'engagement s'il n'y a pas réciprocité, s'il n'y a pas un minimum de bonheur au travail. On aura l'occasion par la suite de voir un peu plus qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots. Merci pour vos interventions. J'aime beaucoup vos talents qui sont divers en même temps. C'est deux personnes qui sont très entreprenants. On va y revenir tout à l'heure. Pour compléter ce que disait Didier, je pense que quand on reprend une entreprise, il y a d'un côté les parties prenantes, ça va être expert comptable, ça va être toute la galaxie des fournisseurs, etc. Et de l'autre côté, il y a le cédant. Le cédant, quelle que soit la qualité de l'entreprise qu'il va laisser, il a mis ses tripes, il a mis son cœur. C'est souvent son bébé. Donc, je conseille souvent aux repreneurs d'être en position basse par rapport au cédant, comme il sera en position méta avec les parties prenantes. C'est important par respect pour ce qu'il a fait, parce qu'il a fait travailler du monde, il a donné beaucoup de son cœur à l'ouvrage, il a fait beaucoup d'heures de travail, etc. Juste pour compléter ce que disait Didier, après, il va falloir la rencontre avec son personnel. J'ai entendu des choses qui m'ont intéressé avec Jean-Gabriel. Il parlait qui a fait monter en compétence une personne qui n'était pas tout à fait du domaine, et il a fait monter en compétence pour pouvoir répondre aux nouveaux enjeux. Ce que vous dites, ça ressemble un peu à ce qu'on appelait un mouvement qui a commencé en 2001, qui était les entreprises agiles, où on doit s'adapter rapidement avec des petites unités, avec des gens en général plutôt qualifiés en général, à être assez flexible et pouvoir monter rapidement en compétences en fonction des besoins de clientèle. C'est qu'on part du besoin du client et en fonction du client, on adapte la situation. Les études ont montré que pour qu'une entreprise soit performante, il faut trois choses. Il faut qu'il y ait une manière d'impliquer
dans les décisions les salariés, c'est ce que vous avez fait tous les deux, super. Deuxième chose, pour une entreprise performante, c'est qu'il y ait une montée en compétences par travers le mentorat, le coaching, la formation, l'apprentissage des salariés pour qu'ils puissent répondre aux besoins des moments. Ça, je comprends que vous avez bien fait ça aussi. Le troisième critère d'une entreprise performante, c'est quelles sont les incitations que je veux faire pour que cette entreprise puisse être performante. Une entité de production, on avait par exemple installé la sieste. C'est tout bête, mais il faut savoir je vais demander à mon chef. Oui, d'accord. Ça dépend de voir avec lui. Hein. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Pourquoi ces gens, ils travaillent tous très bien, mais quand on fait des 3-8, on a des heures qui ne sont pas faciles, on a une biologie qui est détraquée, et en plus, on est inégaux devant le sommeil. On dort entre 3h et 12h, il faut savoir, d'accord. Moi, je dors 7 heures par jour. C'est quelqu'un qui dort par nuit, pardon. C'est quelqu'un qui dort 3 heures par nuit. Il me met 4 heures dans la vie tous les jours. Tous les jours. Et on s'est aperçu qu'on a mis ça au travail, 15 à 20 minutes de sieste tous les jours, ou de repos en tout cas. Au bout de plus d'un an, il y a eu une baisse d'action du taux de travail. Donc ça coûte de l'argent. Donc c'est autant d'économies. Donc absentéisme, etc., etc., etc. Il faut savoir que dans la constitution chinoise, ils ne sont pas connus pour être des flemmards, la sieste est obligatoire et inscrite dans la constitution chinoise. Voilà. Maintenant, quand je suis devant mes futurs salariés, ce que j'ai pu avoir comme discussion avec le cédant me permettent d'être en position basse, me permet de bien écouter tout ce qu'il y a à dire, de comprendre comment il fonctionne, peut-être de comprendre son mode de management et avoir des indications sur peut-être ce qui va m'attendre. Après, question de se poser, est-ce que je vais faire une transmission rapide ou courte? Ça, c'est important aussi, entre parenthèses. Maintenant, je suis devant mes salariés, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a la confiance. Il faut que j'aie confiance en moi, en ce que je voudrais faire. Peut-être avoir une vision, ou en tout cas savoir un projet entrepreneurial et y croire. C'est la première chose. Ensuite, je dois beaucoup parler, je conseille souvent de parler avec individuellement, quel que soit le nombre de vos salariés, parler avec tous les salariés, et, individuellement, et peut-être collectivement aussi, faire des réunions collectives, voilà. C'est important. Pour un, ça me permet de vous faire mieux connaître, mieux accepter. 2, ça permet de faire un différentiel entre ce que vous avez pu comprendre du repreneur et la réalité que vous découvrez sur le terrain. Ça, c'est absolument important. C'est l'écoute, c'est-à-dire avoir de l'écoute et du respect envers vos employés. Ensuite, on va travailler pour que vos employés puissent vous suivre. Il faut qu'ils aient des consignes claires, des objectifs précis. On connaît beaucoup le terme SMART, hein, des objectifs qui soient spécifiques, qui soient mesurables, qui soient atteignables, qui soient réalistes et qui aient une mesure dans le temps. Mais son temps manque un peu souvent, j'ai remarqué dans ça. Le temps est important. Même après, le temps permet d'avoir au moins une butée et d'avoir matérialisé là où on veut aller. Et après, on peut faire après avoir des feedbacks qui va permettre d'ajuster en fonction de ce qui se passe réellement, de ce qu'on va découvrir du marché. Donc, confiance en soi, en ses salariés, en son entreprise. Écoute et respect des différents collaborateurs et avec des objectifs qui soient vraiment compris et adaptés par tous. À ce niveau-là, c'est important, peut-être, au moins en ce qui peut les concerner, d'entendre ce qu'ont à dire nos employés. Il y a quelques années, il y a eu un gros problème chez Renault. Ils avaient la CGT, qui avait proposé des conditions de travail particulières pour la qualité du travail. Il faut savoir que CGT au niveau national, ils sont très durs. Au niveau local, ils sont souvent plutôt conciliants. Il faut le savoir. D'autre côté, la direction de Renault dit non, ça ne va pas, nous, il faut plutôt ça. Personne, ni les uns ni les autres, n'avait pensé à ceux qui travaillaient sur le terrain. Ça veut dire qu'on n'a pas demandé l'avis à ceux qui étaient directement concernés.
on a fini par aller voir quand même qu'est-ce que vous avez à dire. Et il y a une vidéo qui a été faite de ça. Tous les dirigeants de Renault ont été invités. Ah bon ? Ils ont compris que leurs salariés avaient un peu d'intelligence. Ils ont compris que leurs salariés avaient des choses à dire. Ça veut dire, qui d'autre mieux qu'un ouvrier sait ce qui est besoin pour son outil de travail. Il faut savoir que c'est un ouvrier qui a créé, qui a fait des économies de millions, des milliards d'économies aujourd'hui aux industries automobiles, qui a créé l'histoire des tapis roulants. C'est pas lui qui a créé. Il a dit à un moment donné, chef, c'est bien gentil, mais moi je me déplace là, je vais là, je vais là, je vais là. Ça crée des accidents parce que je traverse des fois des endroits pas évidents, etc. Est-ce qu'on peut trouver un autre système ? Et derrière, les ingénieurs se sont mis et ont créé des systèmes de tapis roulants qui permettent de diminuer la charge de travail, de diminuer tout ce qui pouvait être certaines contraintes qui pouvaient être préjudiciables au niveau de l'accident du travail notamment. Donc OGT Smart, plus loin, c'est de quelles ressources je vais disposer. Tu parlais tout à l'heure de différentes ressources. Est-ce que je vais avoir ma propre galaxie, fournisseur, expert comptable, etc., qui va m'aider, sur lequel je vais beaucoup discuter des fournisseurs aussi. Est-ce que je reprends les mêmes? Est-ce que je n'ai d'autres, etc. Comment je vais travailler avec eux? Et là encore, je peux avoir comme ressource mes salariés. Qui ne connaît pas ci, connaît pas ça, c'est qui est entré en compétence pour le thermique. Il y a une prédisposition qui était dans ses compétences professionnelles, il y a une prédisposition qui faisait qu'il était capable de s'adapter, comme tout le monde n'est pas capable de s'adapter à tout, mais plus je connaîtrai mes salariés, plus je saurai comment je peux, avec eux, arriver à faire quelque chose. Et ensuite, c'est... comment dire ça, c'est leur donner... Ça veut dire quoi? De leur donner de l'autonomie. Il y a certains salariés qui ont peut-être plus de mal que d'autres, ok. Mais même là, on peut encore faire quelque chose. Ça veut dire quoi? On s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'est écrit dans aucun contrat. Aucun contrat. On appelle ça, certains appellent ça la citoyenneté organisationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines compétences qui ne sont écrites nulle part et qui font la qualité et qui font la réussite de l'entreprise. Par exemple, ce qu'on appelle les toxic handlers. Les toxic handlers, c'est qui? Ce sont des gens qui ont l'art, on ne sait pas comment, de dénouer les conflits. Dès qu'il y a un problème, c'est eux qu'on va voir. Dès qu'il y a ça monte un peu, ils savent faire baisser la chose. C'est quelqu'un qui est indispensable dans une entreprise. D'autres compétences qu'on peut trouver, c'est l'altruisme. La capacité à pouvoir, je crois que Jean-Gabriel doit beaucoup y arriver avec sa flexibilité. Il a besoin de parfois des fois d'autres ont des difficultés. L'altruisme, je vais pouvoir être celui-là il a besoin ponctuel, je vais aider mon collègue. Ou je vais passer dans les carreaux. Moi, tiens, les carreaux, j'adore ça parce que j'ai quelque chose qui... dans le design, après, j'ai un parent qui est dans le design, qui a fait design, qui n'est pas dans les carreaux, mais qui est comparable à ça, qui pourra peut-être apporter quelque chose là. Aider le collègue. La deuxième chose, c'est la confiance professionnelle. La confiance en règles est dictée par l'entreprise. La confiance en règles de conduite. Ça, c'est écrit dans un contrat. Et plus je serai bienveillant avec mes salariés, plus je vais développer leur créativité, leur capacité à mettre en avant ces compétences qui sont écrites nulle part. Il y a Dominique Tellier qui a une chaire de mindfulness, bien-être et paix économique à l'université de Grenoble, qui est un ancien pilote de chasse. Il dit quand vous voulez préparer la guerre, vous ne pensez qu'à une seule chose, c'est préparer la guerre. Si je veux la paix, si je veux vraiment la paix, d'autant plus quand je suis repreneur d'entreprise, je dois préparer la paix. Préparer la paix, c'est avoir une bienveillance dès le départ pour les personnes. La bienveillance n'est pas une fin en soi, c'est une base de départ. Ma base de départ, c'est je vous fais confiance. Maintenant, méritez ma confiance. Troisième chose, c'est la courtoisie. La courtoisie, c'est quoi? C'est accepter que le repreneur
même le créateur, peut avoir des aléas. L'entreprise peut avoir des aléas, c'est possible. Mais plus il me fera confiance, plus je lui ferai confiance. Et je lui dis, ça ne fait rien, on va ensemble, on va l'aider. Je peux comprendre ça avec Valérie. On vous a suivi parce que vous nous avez fait confiance, vous nous avez écouté, vous nous avez respecté, donc on vous fait confiance, on vous suit. Non, c'est hyper important. C'est courtoisie, c'est marqué non plus nulle part, ça, dans aucun contrat. L'autre chose, c'est le civisme. Le civisme, c'est respecter le matériel, l'équipement, respecter ce qu'il y a dans l'entreprise. Je suis sûr que certains d'entre vous ont dû connaître celui qui faisait exprès de saccager quelque chose, c'est simplement pour se venger parce qu'on lui avait parlé mal ou ceci ou cela. Ou celui qui revenait plus tard pour mettre le feu dans l'entreprise. Le civisme, c'est ça. C'est respecter tout ce qui est de l'entreprise. Vous voyez, il y a la bienveillance, c'est faire confiance et ils me le rendent au centuple. On ne peut pas considérer comme un coût quand mes salariés représentent environ jusqu'à plus des fois 70% de mes charges fixes, ce n'est pas possible. D'entrée de jeu, vous perdez un atout considérable d'entrée de jeu. Un salarié, c'est un investissement comme un autre. Et ben voilà en tout cas pour le mot de votre conclusion. Merci Daniel, riche en expérience et puis en parcours. Effectivement, au-delà de vos différentes interventions, on a compris que la reprise d'entreprise et puis le développement de l'entreprise, c'est mener une équipe dans un objectif, et puis vous l'évoquez avec des objectifs peut-être intermédiaires, atteignables et puis mesurables, et puis que chacun s'approprie les outils de ces tableaux de bord. J'ai entendu dans vos différents exposés les différents mots que nous avons évoqués lors d'un brainstorming pour préparer cette conférence. J'ai entendu partage, j'ai entendu vision, j'ai entendu envie, j'ai entendu ambition, j'ai entendu projet, charisme, parce que ne perdons pas de vue effectivement que tout ça s'appuie sur un individu bien souvent et l'énergie qu'il fournit à son équipe. Valérie, vous m'avez conquis quand je vous ai rencontré, parce qu'on a senti dans votre parcours une énergie que vous avez mobilisée et puis que vous avez catalysée auprès de vos collaborateurs. Jean-Gabriel, je pense que votre témoignage relate également cela, un parcours projeté, partagé par vos collaborateurs. Voilà les notions essentielles que nous tenions à vous faire partager ce soir. Merci à tous, merci pour la richesse de vos propos.